évidemment. Alors, vous m'excuserez par avance de devoir résumer donc. Alors, économiste de formation, M. Diop a démarré sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre le Fonds monétaire international, FMI, puis la Banque mondiale. En temps, il a aussi occupé des fonctions gouvernementales, à savoir le poste de ministre de l'économie et des finances du Sénégal. À ce poste, il a joué un rôle très déterminant dans l'adoption des réformes structurelles qui se sont révélées comme un moteur de croissance pour le pays. À la Banque mondiale, M. Diop, vous avez occupé entre autres le poste de vice-président pour la région Afrique en 2012 et 2018, où vous avez supervisé des engagements d'un montant record de 110 milliards de dollars. L'objectif de vos équipes, qui sont entre autres répondre aux grands défis du développement du continent, élargir l'accès à une énergie abordable et durable, promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et favoriser la mise en place de conditions propices à l'essor des nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, à la vice-présidence de la Banque mondiale pour les infrastructures, vous supervisez les actions pour combler le déficit d'infrastructures dans les économies émergentes, tout en développant des solutions durables. Alors, et ce, dans le domaine tels que l'énergie, les industries extractives, le transport, le développement numérique et le financement des infrastructures, c'est des partenariats publics-privés. Un poste qui, une fois de plus, vous correspond pleinement, puisque tout au long de votre carrière, vous avez fait du droit de l'Afrique à disposer des ressources d'énergie propres et abordables, votre cheval de bataille. Et pour terminer, je voudrais souligner votre engagement et votre parcours exemplaire qui vous ont valu d'être désigné comme l'un des 100 Africains les plus influents du monde pour le magazine New African. C'est donc un honneur pour nous aujourd'hui de pouvoir vous recevoir afin d'évoquer l'inclusion financière et digitale sur notre continent. Monsieur Diop, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui et ça me fait un honneur de participer à ce webinaire. Et je voudrais vraiment remercier également mon co-participant à cette rencontre, M. Diouri, qui est également un banquier de renom en Afrique et qui fait la fierté de nombreux Africains. Donc, je suis très, très heureux de partager ce plateau avec lui. Merci. Merci beaucoup, Mokhtar Diop, donc pour cette présentation. Merci, Michael, pour cette présentation de M. Diop, qui est éloquent. Donc, on a vu un parcours exceptionnel. Merci beaucoup, Michael. Donc, sans tarder, donc, nous allons faire le portrait de M. Ismaël Diouri, donc avec Aurore qui est là. Est-ce que Aurore est parmi nous? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue, Monsieur Mokhtar. Bienvenue, Monsieur Ismaël Diouri. Et bienvenue à tous les participants et invités de cette conférence. Alors, aujourd'hui, je suis très honorée de présenter brièvement notre participant, Monsieur Diouri, à nos invités. À 48 ans, Ismaël Diouri est le plus jeune co-CEO d'Artillerie Wafa Bank. Il est chargé de la finance, la transformation et les opérations. Il évolue au sein de cette banque depuis plusieurs années. Figurant à la place importante, depuis 2004, il n'a cessé de gravir des échelons. Après une année en sa qualité de vice-président de la stratégie, il est promu en 2005 au poste de directeur général adjoint. Le conseil d'administration de la banque le propulse en 2008 au poste de co-PDG. Sous ces casquettes, l'ingénieur marocain transporte une besace garnie de capacités en management, en stratégie de l'entreprise, en gestion de projet, en fusion et acquisition, mais surtout en banque d'investissement et en finance. Des compétences qu'il a aussi mises au profit d'autres entreprises avant celles qu'il co-dirige aujourd'hui, entre autres la Westinghouse Electric Corporation à Baltimore, où il a d'ailleurs démarré sa carrière professionnelle, ce avant de rejoindre la Casablanca Finance Group, une banque d'investissement basée au Maroc, et tant d'autres entreprises. C'est grâce à une tête bien pleine que le dirigeant d'Artillerie Wafa Bank a pu vivre ses expériences professionnelles. Car, il faut le noter, il est titulaire de 2 diplômes d'ingénierie obtenus de l'École Polytechnique et de l'École nationale supérieure des télécommunications à Paris. Sans oublier, titulaire d'un MBA de la prestigieuse université privée américaine d'Harvard. Merci, Monsieur Ismaël Diouri, de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation et merci tout d'abord à mon collègue M. Diop pour les mots très aimables qu'il a eus pour moi. Je suis intimidé
d'être invité au sein du même débat. Et évidemment, j'essaierai de contribuer par une vision du secteur privé et de l'activité d'Attijari Wafa Bank sur les 20 dernières années sur le continent. Et je voudrais aussi corriger deux petites choses. D'abord, j'ai déjà 50 ans, malheureusement. Et ensuite, le mot co-PDG en fait n'existe pas. C'est peut-être, vous avez essayé de traduire co-CEO, mais en français, c'est directeur général délégué. Très bien. Merci pour ces précisions, M. Doury. Donc, ce qui nous promet donc d'avoir un panel assez riche et très important donc, au vu des carrières et de ce que représentent ces deux messieurs que nous avons aujourd'hui, et également de tous les panels de questions qu'on aura aujourd'hui, parce qu'on les connaît à l'avance avec nos amis de Polytechnique et d'autres questions qui viendront de la Commission de l'Union africaine à partir de Addis Abeba. Donc, on les suivi un peu partout en Afrique, et donc on a voulu jouer sur la carte panafricaine. Et donc, nos présentateurs, Aurore Boni est basé à Yaoundé, et celui qui a présenté, Michael, qui a présenté Makhtar Diop, est basé au Bénin. Donc voilà, donc ce qui détermine le caractère panafricain donc, de notre magazine et de notre présence un peu partout. Alors, donc sans tarder, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler donc, de l'inclusion financière, nous allons peut-être insister dans un premier temps sur le rôle important des infrastructures numériques pour accompagner la transformation numérique, puisque sans infrastructures numériques, on ne peut pas avoir d'inclusion financière. Monsieur Diop, pour commencer, de façon globale, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la stratégie adoptée par la Banque mondiale pour accompagner la généralisation des accès au débit en Afrique, notamment dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, le Covid? Je l'ai cité tout à l'heure avec le Maroc qui vient de bénéficier de 500 millions de dollars pour accélérer sa transition numérique. Est-ce que vous pouvez revenir sur la stratégie de la Banque mondiale pour accompagner cette transition, M. Diop? Merci beaucoup, M. Diallo. La Banque mondiale considère qu'aujourd'hui, comme tout le monde, l'utilisation du digital est essentielle pour répondre aux besoins pressants auxquels nous faisons face, particulièrement dans une économie où le contact physique ne sera plus possible. Mais cela n'est pas nouveau. Nous avons participé avec l'Union africaine et les autres participants, Smart Africa et d'autres partenaires, à la commission Broadband Commission. La Broadband Commission est dirigée par l'UNESCO et également par ITU et vise à justement, d'ici 2030 en Afrique, à créer un accès universel au broadband. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte africain, on sait que l'accès au haut débit est essentiellement fait à travers le mobile. Et donc, quand on parle de broadband en Afrique, nos objectifs, c'est de pouvoir permettre l'équivalent à la 4G d'être accessible de manière universelle en Afrique d'ici 2030. Que faisons-nous pour cela? Nous avons développé une initiative qui s'appelle Digital Economy for Africa, qui vise justement à mettre l'ensemble des ressources disponibles à niveau de la Banque mondiale pour supporter la mise en place des infrastructures nécessaires, mais de manière plus importante, et je suis sûr que M. Doury en parlera, réformer le système des télécoms pour créer les conditions pour que le secteur, les providers, comme on dit en anglais, puissent évoluer dans un secteur qui soit le plus attractif. À cet effet, aujourd'hui, on a pu constater ces quelques dernières années un ralentissement des investissements, du CAPEX, dans le domaine de la téléphonie. Et nous voulons rapidement corriger cela en accélérant les conditions pour que l'investissement privé dans ce secteur soit accéléré. Nous avons, dans ce sens, fait un certain nombre de choses. Nous avons essayé d'unifier les marchés. Nous sommes en train de travailler à une initiative qui viserait à créer un marché unique de téléphonie au niveau de la CEDEAO. Déjà au niveau de la CEA, nous avons en place un système qui permet justement d'enlever tous les frais de roaming et qui ont permis justement d'accélérer la connectivité. Nous essayons de créer un maximum de redondance en termes d'accès à la fibre optique. Comme vous le savez, il y a eu la fibre optique submarine cables qui ont été mises en place en Afrique ces dernières années. On voit des initiatives qui se multiplient du secteur privé. De grands groupes comme Facebook et Google veulent de plus en plus investir dans les infrastructures. Mais nous voulons également
travailler à la mise en place des compétences qui seront nécessaires. Comme on sait, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement, dans ce nouveau monde, d'avoir accès à la voix, mais la donnée est l'élément essentiel de développement économique, et investir dans la formation des ingénieurs en big data et autres, et ce sera essentiel pour une croissance soutenue en Afrique. Et nous avons un certain nombre d'initiatives privées que nous avons développées. Pour conclure, juste pour vous donner une idée un peu de ce que nous avons fait, nous avons à l'heure actuelle 3 milliards d'investissements dans le secteur de la télécommunication et 2 milliards qui sont dédiés à l'Afrique. Et cela constitue des investissements en physique, mais également aider à la mise en place des politiques nécessaires. Et hier, simplement, nous avons eu le 20e anniversaire, nous avons participé au 20e anniversaire des régulateurs, et la conversation était justement consistait à améliorer les conditions d'investissement du secteur privé. Très bien. On le voit bien que les compétences sont aussi importantes que les accès. Il faudra davantage former les gens, il faudra davantage apporter des compétences pour accompagner ce développement. Il y a 1 an ou 2, vous aviez estimé cette enveloppe à 100 milliards de dollars. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu une partie qui a été comblée par rapport à ce besoin de financement pour apporter le broadband sur le continent africain? Ce montant, nous le divisons en gros 2 tiers secteur privé, 1 tiers secteur public, où 75% sont les estimations secteur privé, 25% secteur public. Il est clair que le secteur de la téléphonie est un secteur qui est dominé par le secteur privé, et c'est une excellente chose. Le rôle du secteur public, c'est d'essayer d'amener la connectivité et la connexion dans les endroits où c'est moins profitable pour le secteur privé, mais où l'impact social est essentiel. Je parle des zones rurales reculées. Peut-être le secteur privé ne veut pas aller. Ça, c'est là où nous voyons un rôle de l'État. Mais pour l'essentiel, nous considérons que cet investissement doit se faire par le secteur privé. C'est la raison pour laquelle il est important de s'assurer que les conditions soient réunies pour que le secteur privé puisse faire ces investissements. Et aujourd'hui, on constate deux obstacles. Un, c'est la crise du COVID-19 qui aujourd'hui a créé un peu plus de fragilité au niveau des entreprises, bien qu'on voit que le secteur de la téléphonie a résisté beaucoup mieux que d'autres secteurs. Il y a quand même des menaces parce qu'on voit de plus en plus des citoyens qui ont des difficultés à payer la facture de téléphone. Donc, comment aider les citoyens à continuer à avoir accès aux données? Et une partie de nos programmes à la Banque mondiale dans le COVID-19, c'est justement d'aider, d'apporter des subventions aux plus pauvres pour qu'ils puissent continuer à utiliser les services de données et puissent continuer à accéder aux activités de base du marché à travers la téléphonie et la data. Deuxièmement, il y a la question de la fiscalité, qui est une question compliquée à gérer parce que, comme vous le savez, les sociétés de téléphonie, les ISP et tout le monde du digital est un grand pourvoyeur de recettes pour les gouvernements. Donc, il y a un équilibre à trouver entre une taxation qui soit incitative à la poursuite des investissements physiques, tout en permettant au gouvernement de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Je voudrais juste saisir cette opportunité pour dire que cette année, notre rapport phare de la Banque mondiale, qui est le WDR, le World Development Report, sera intitulé Data for Better Life. Et une des grosses questions qu'on discutera dans ce rapport sera le type de régulation, le type de taxation qu'il faudrait avoir dans les pays en développement, dans ce monde du digital où on a des entreprises importantes comme les Google et autres, mais où on doit préserver les intérêts des pays africains et voir que du point de vue de l'équilibre entre la taxation et les investissements, on a un équilibre qui soit adéquat. Très bien.
Merci pour ces précisions. Monsieur Dury, peut-être, Monsieur Diop l'a dit, dans cette répartition, 75% pour le secteur privé, le secteur public et le reste pour le secteur privé. Quel est le rôle que jouerait peut-être une banque comme la vôtre dans la mise en œuvre de ces infrastructures de télécommunications? Bon, si on reste juste sur le thème de l'infrastructure des télécommunications, effectivement, ce sont tout d'abord des grands clients des banques. Et très souvent, leurs cash flow sont en monnaie locale. Et donc, ils vont chercher le plus souvent à se financer ou à financer leurs investissements sur les marchés locaux. Donc, évidemment, là où nous nous trouvons, ce sont très souvent nos premiers clients et parfois, ils occupent les 3 ou 4 premiers rangs dans chacun des bilans. Nous tenons absolument à travailler avec tous les opérateurs d'un marché donné. Donc, c'est extrêmement important pour nous commercialement d'exercer notre métier avec des clients très solvables dont le cash flow est très soutenu et dont la transparence et notamment la rigueur fiscale et je dirais le caractère citoyen est affirmé. Donc, on verra tout à l'heure quand on parlera de monnaie mobile que ça peut créer quelques problèmes de positionnement parce que s'allier avec l'un peut avoir des conséquences sur l'activité commerciale principale d'une banque puisqu'elle souhaite continuer à servir l'ensemble des opérateurs. Je profite aussi de cette occasion pour soulever un véritable sujet que nous rencontrons dans un certain nombre de réglementations bancaires, qui est les ratios de division des risques. Donc, partout dans le monde, évidemment, pour améliorer la stabilité financière, les régulateurs imposent des ratios pour répartir le risque. Mais très souvent, les opérateurs télécoms sont tellement importants dans un pays donné, voire même dans une région donnée, qu'ils vont saturer ces ratios-là pour un certain nombre de banques, y compris de grandes banques régionales. Et donc, il faut vraiment que la réglementation tienne compte des structures existantes et tiennent compte aussi du jeu concurrentiel pour permettre une véritable concurrence juste entre établissements financiers. Par exemple, une banque, mettons sénégalaise, dont la maison mère est une banque européenne à très bon rating international, va avoir un avantage concurrentiel à travers les contre-garanties que peut lui donner sa maison mère. Et alors que si la banque en question est réellement locale, c'est-à-dire son actionnaire est lui-même sénégalais, ou si son actionnaire est une banque régionale africaine de moins bon rating, cela va limiter fortement la capacité de cette banque à financer les investissements d'un tel opérateur. Ce sont souvent des réglementations qui sont inspirées des meilleures pratiques mondiales, parfois même inspirées par des missions de la Banque mondiale ou du FMI, mais dont on n'a pas nécessairement toujours analysé tous les impacts micro en termes de distorsion de la concurrence et en termes de limitation des possibilités de financement local. Très bien, très bien. Donc, ça m'amène à poser la question sur le partenariat public-privé, Monsieur Mokhtar Diop. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans la possibilité donc de favoriser ce partenariat entre public et privé. Et quelle est aujourd'hui la stratégie qu'a mise en place la Banque mondiale pour justement associer à la fois les partenaires privés, les partenaires publics pour accompagner ce développement, éviter justement qu'il y ait des fractures numériques, éviter que les opérateurs se concentrent que dans les zones rentables et laisser tomber les zones qui ne le sont pas? Je vais me consacrer à l'Afrique parce qu'on parle de notre continent. On a développé des initiatives, de nombreuses initiatives. Premièrement, dans le cadre de la formation. Je crois qu'il est extrêmement important de ne pas oublier la formation. Aujourd'hui, nous sommes en train justement de travailler avec certaines universités françaises et certaines sociétés de téléphonie françaises pour mettre en place des programmes de masters en Big Data.
Nous pensons que c'est extrêmement important parce que si nous ne mettons pas en place les ressources humaines qui sont nécessaires, qui puissent justement analyser ces big data et créer plus de valeur ajoutée qui reste sur le continent, on arrivera à une situation où on produira beaucoup de données et qui ne seront pas analysées, qui ne seront pas utilisées, qui ne permettront pas justement de créer plus de valeur ajoutée. Donc, il est important qu'on ait de plus en plus de gens qui soient formés dans le domaine du big data et toute autre activité. Il y a d'autres secteurs également qui sont importants sur lesquels on voit un partenariat se développer. C'est ce qu'on appelle les disruptive technologies. Aujourd'hui, on a Next Einstein qui a un bureau dont le siège est au Rwanda et qui a également des bureaux un peu partout en Afrique, qui est en train de pousser pour plus de travail fait en Afrique sur l'intelligence artificielle, qui permettra justement de créer des produits qui sont adaptés à nos pays, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur de la santé. Un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle qui soit extrêmement utile pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de lire beaucoup plus vite les rayons X pour les gens qui sont atteints de maladies liées aux pulmonaires. Et donc, pouvoir accélérer le nombre de personnes qui ont accès à ces services aura un impact énorme sur les services de santé. Nous pensons également qu'une autre forme de partenariat, c'est de voir si on peut aujourd'hui des technologies qui peuvent permettre d'apporter ces services à des populations qui ne l'auraient pas eu. Je prends deux exemples. Un exemple, c'est les ballons. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui une technologie qui permet justement de faire voler des ballons et de pouvoir juste émettre un signal 4G dans des zones très reculées. C'est ce que Safaricom fait actuellement au Kenya et qui permet justement d'atteindre des zones rurales. On parle de plus en plus d'utilisation de la technologie de Google X, de point-to-point. Une autre compagnie africaine, Liquid, veut l'utiliser entre Brazzaville et Kinshasa. Donc ça, ce sont également des formes de partenariat qui nous permettent d'augmenter l'accès. Le plus important, ce sera de trouver des modèles qui soient des modèles qui fonctionnent pour les fonds de services universels. On voit que des ressources sont collectées dans nombre de nos pays. Souvent, le secteur est taxé entre 1 et 2% sur chaque communication et on n'a pas toujours une utilisation très efficace et la meilleure de ces ressources pour pouvoir accélérer l'accès. Donc, nous souhaiterions pouvoir avoir le secteur privé également qui puisse travailler avec les gouvernements pour utiliser ces ressources et accélérer l'accès de ces services dans les contrées qui soient les plus lointaines. Très bien. Dans le secteur privé, s'il y a un secteur qui a beaucoup bouleversé l'économie africaine, où il y a le plus de levée de fonds, c'est la partie finance mobile, donc tout ce qui est inclusion financière, qui est un enjeu très important pour l'Afrique. On l'a vu pendant la pandémie, le rôle qu'a joué la possibilité d'accéder à la finance digitale, à la banque en ligne, pour pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Donc, je me retourne vers M. Douri pour lui poser la question sur cet aspect-là. Aujourd'hui, quand on voit la concurrence qu'il y a de la part des telcos, la concurrence qu'il y a de la part des organisations qui font du microcrédit ou de la mésocrédit, quel est le rôle des banques aujourd'hui dans cette inclusion financière? Alors, le mot inclusion financière, en fait, est relativement riche et complexe parce que est-ce qu'on parle en termes de produits simplement de paiement et de transfert rapide ou est-ce qu'on parle de compte bancaire avec donc des garanties, finalement des garanties étatiques liées au dépôt? Est-ce qu'on parle d'épargne longue? Est-ce qu'on parle d'accès au crédit? Est-ce qu'on parle d'accès aux fonds propres pour création d'entreprises? Donc, c'est un terme assez vaste sur les produits. Il est très vaste aussi sur les cibles. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il faut donner accès au système financier aux gens qui vivent déjà en ville, mais qui n'y ont pas accès, souvent des jeunes, plus souvent les femmes que les hommes, etc. Est-ce que c'est donner accès aux acteurs du secteur informel au système financier pour progressivement les inclure dans le secteur formel? Est-ce qu'on parle d'accès financier
pour les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou des personnes qui sont éloignées, qui sont isolées en milieu rural. Donc, vous voyez, c'est pas très, c'est un terme vague, mais justement qui crée beaucoup d'opportunités différentes pour différents acteurs. Et pour moi, je n'oppose pas du tout les banques aux opérateurs mobiles en termes de première étape. Un jour, on va se rencontrer, mais aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes sujets en même temps. Les opérateurs mobiles ont une équation qui est quelques euros par an tirés des services financiers sur des dizaines, voire des centaines de millions de clients. Chaque opérateur réfléchit comme ça. Les banques sont sur des centaines de milliers, des millions, au maximum des millions de clients, et ils en tirent par contre plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par an de revenus. Et donc, on est sur la pyramide, on n'est pas du tout au même endroit, on n'a pas du tout la même palette d'offres et on n'a pas du tout la même cible. Ce qui est en train de se passer, c'est justement cette convergence. Et cette convergence, c'est que les opérateurs se disent finalement, au bout d'un moment, mon client il a besoin de plus que simplement transférer de l'argent et remplacer son porte-monnaie espèce par un porte-monnaie mobile. Donc, il a besoin d'accès au crédit, il a besoin de produits d'assurance, il a besoin de produits d'épargne. Tout ça, moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas d'agrément. C'est compliqué sur le plan réglementaire, sur le plan de la conformité. Aujourd'hui, les métiers financiers, pour justement créer et maintenir la confiance, sont extrêmement réglementés. Et puis, inversement, les clients, enfin les banques se disent « Ah, mais mon client, entre guillemets, riche, en tout cas aisé ou bancarisé, on va dire pour simplifier, il commence de plus en plus à utiliser son porte-monnaie mobile, de préférence à sa carte. Donc, est-ce que je ne risque pas de perdre la relation avec ce client, etc. Bon. Donc, on en est là, si vous voulez, dans l'équation. Et je ne sais pas, dans la discussion, on pourra parler d'un certain nombre d'initiatives et de tentatives de part et d'autre qui vont faire converger les choses. Et sur ce thème, moi, j'ai un certain nombre de convictions. Donc, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Mais... On y reviendra plus en détail dans la discussion, parce qu'il y a des questions qui ont été posées sur ce sujet-là, notamment sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans ce domaine-là. Mais peut-être, aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez avec l'innovation, avec les fintechs qui aujourd'hui tapent aux portes de ces opérateurs et des banques aujourd'hui? Bon, donc, dans la démarche, si vous voulez, d'élargissement de la clientèle bancaire, il s'agit évidemment de ne pas rester sur le positionnement historique des banques en Afrique, qui était un positionnement très haut de gamme, que ce soit pour les entreprises, uniquement les très grandes entreprises très structurées, ou que ce soit pour les personnes physiques, donc en général très fortunées, qu'on va recevoir dans des salons, etc. Donc, il s'agit de beaucoup rapprocher la banque des citoyens, d'aller servir la classe moyenne émergente, les PME, y compris en termes d'accès au crédit, etc. Et il s'agit de le faire de manière à suivre les besoins des clients. Et les besoins des clients ne peuvent pas être servis par la présence physique seule. Et grâce justement à ce développement des infrastructures, mais aussi à la baisse des coûts des télécoms, à la baisse du coût des terminaux, je pense que la chose la plus critique, c'est le smartphone qui aujourd'hui ne coûte plus que 50 €. On a un smartphone de très grande qualité en deuxième main à moins de 100 €. Et donc ça a démocratisé énormément l'accès à la data. Autour de ça, la digitalisation, donc la transformation digitale, peut s'accélérer. Alors, dans certains pays, elle vient plus vite que d'autres. Dans notre marché domestique historique, c'est normal, on est déjà très gros et c'est une économie de relativement grande taille. On a commencé à investir en 2005. Donc aujourd'hui, on a des offres relativement mûres. On fait tout sur le téléphone mobile quand on est un client bancaire. On va payer ses factures, on va demander des crédits, on va vérifier ses impayés, on va faire de la bourse, acheter des actions, etc. Donc, dans d'autres pays de présence, on n'en est qu'au tout début. Et donc, c'est autour de ça qu'il y a de l'innovation. Ce n'est pas la même innovation que dans le secteur pharmaceutique.
c'est une innovation. Ça peut vous paraître totalement, comment dire, trivial, mais c'est une révolution dans la tête d'un banquier. C'est de se dire, je dois me mettre à la place du client. Souvent, la banque, ou en tout cas historiquement, la plupart de nos banquiers ont grandi dans des environnements où finalement le but du banquier, c'est la conformité réglementaire. J'ai une mission déléguée de service public qui m'a été déléguée par les banques centrales et je dois veiller sur l'épargne en suivant un certain nombre de règles strictes. Peu importe si le client, ça l'embête un peu, si c'est lent, s'il est obligé de se déplacer, etc. Donc, la vraie innovation, c'est faire en sorte que les équipes, d'abord en interne, travaillent avec cette logique-là, le client au centre, penser au processus et au parcours du client de A à Z et reconstruire son système d'information autour de ça sans surinvestir, donc sans jeter les back-office existants, avoir les bons niveaux d'investissement informatique pour permettre l'agilité nécessaire pour épouser le parcours du client. Et donc, dans ce cadre-là, d'abord faire travailler les gens en interne avec cette méthodologie. Deuxième étape, les faire travailler avec les partenaires de la banque de manière collaborative, parce qu'une banque, elle est rarement toute seule dans le service qu'elle offre aux clients. Elle va bien sûr interagir beaucoup avec la banque centrale, avec les systèmes de paiement. Elle va interagir avec des tiers, avec des assureurs, avec des gestionnaires d'actifs. Donc, il y a un certain nombre, si vous voulez, d'écosystèmes qui doit travailler dans cette logique de collaborative et d'innovation ouverte. Ce n'est qu'à la fin, quand on est sûr qu'on a franchi ces deux premières étapes qui sont prioritaires, qu'on est capable de travailler, de collaborer de manière efficace avec des fintechs. Donc, jusqu'à maintenant, je dois avouer que notre expérience avec les fintechs a été relativement limitée. C'est-à-dire qu'on les a impliqués dans des exercices de réflexion, dans des hackathons, dans des POC, des Proof of Concept. On a rarement déployé des choses en production et il faut se poser la question de pourquoi. Et très souvent, quand on creuse, on réalise qu'il y a un mismatch entre, d'une part, les compétences informatiques disponibles au niveau des banques. Il faut être en excès de capacité pour faire l'effort supplémentaire de ramener quelqu'un à son propre écosystème. Parce que n'oubliez pas, l'informaticien de banque, sa priorité, c'est la stabilité du système. Il ne peut pas, pour déployer un gadget, faire tomber un édifice qui a été construit sur 50 ans. Donc, il est là et il faut qu'il soit à l'écoute de cette fintech pour l'intégrer dans les normes. Donc, il faut avoir de la capacité disponible. Or, je ne connais aucune informatique de banque qui ne soit pas en sous-capacité. Deuxième barrière qu'on rencontre, c'est que très souvent, les fintechs ne réfléchissent pas aux véritables enjeux de ces clients. Ils vont avoir une bonne idée et imaginer que dès que cette idée sera déployée, elle sera adoptée par les clients, etc. La vraie vie d'une grande entreprise, c'est qu'il y a énormément d'étapes avant de lancer un produit. Il y a beaucoup de gens qu'il faut fédérer. C'est le management. Il y a ensuite le client à convaincre, etc. Et donc, très souvent, ils viennent avec une posture qui est un peu trop limitative dans la manière de déployer. Je pense qu'ils viennent aussi avec des attentes financières qui ne sont pas toujours, comment dire, en phase avec, cohérentes ou en phase avec la véritable richesse créée. Donc, par exemple, ils vont venir avec une logique de business model de partage de revenus. Mais une banque, elle utilise son environnement informatique plutôt comme un prestataire de service. Elle préfère avoir des coûts fixes que des coûts variables. La partie variable, c'est justement comme ça qu'elle gagne sa vie, parce qu'on investit très lourdement. De la même manière que les télécoms investissent très lourdement, nous avons besoin de ensuite garder le maximum d'upside. Donc, il y a énormément de barrières. Je pense qu'on pourra en citer d'autres. Mais pour moi, c'est une grande frustration. C'est qu'on est vraiment passé à l'acte avec les fintechs
qu'avec celles qui ont adopté soit un positionnement d'éditeur logiciel, donc ils vont packager une solution et bien l'intégrer, soit avec les fintechs qui ont un positionnement de conseil, donc advisory, donc ils viennent faire des projets à nos côtés. Très bien. Par rapport à ces barrières que vous avez énumérées sur la relation entre les banques traditionnelles et les fintechs, Monsieur Mokhtar Diop, je me retourne vers vous pour vous demander votre avis. Est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Ismaël Douri sur la relation que les banques traditionnelles aujourd'hui observent vis-à-vis des fintechs, sachant qu'il y a un enjeu très important, puisque 70% des levées de fonds aujourd'hui qui se font en Afrique sont faites par les startups? Non, mais c'est une... Est-ce que je suis on mute? Oui. C'est un débat très compliqué. Mais d'abord, je voudrais un peu remettre les choses dans le contexte. Le G20, en 2016, a lancé cette initiative sur le FinTech. Le FinTech est devenu une des priorités du G20. Et il y a 8 principes qui ont été adoptés par le G20 pour organiser un peu la discussion autour du G20. Je les ai en tête en anglais, donc je ne vais pas essayer de les traduire rapidement en français. Mais ce sont d'importants. Un de ces principes, c'est la question d'équilibrer le risque et l'accès. On parle quand même de 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers, sous quelque forme que ce soit. Donc, un peu le constat, c'est que sans avoir accès à des services financiers, je ne dis pas des services bancaires, je dis simplement des services financiers, un certain nombre de personnes sont exclues du secteur productif ou ne peuvent pas maximiser leur potentiel. Donc, c'était ça un peu l'idée qui a amené le G20 en 2016 à élaborer ces principes. Mais qui dit FinTech dit aussi une régulation qui change. Mais on a un peu, pour approcher cette question, de plus en plus, on parle, excusez-moi du terme anglais, de sandbox regulation. Un peu, on essaie des nouveaux types de régulation qui soient plus ou moins compatibles avec Basel III, avec BAL 3, et on essaie de voir un peu, c'est pas nous, mais ce sont les banquiers, de voir comment avoir des régulations qui permettent justement d'augmenter l'accès de ces services financiers aux gens qui n'ont pas accès à ces services. Et on voit des variations, on voit un peu ce que le Kenya a fait, la Banque centrale du Kenya, comparé à la Banque centrale, la BCAO ou la BEAC, qui ont une approche un peu plus traditionnelle dans la réglementation des services financiers et des fintech. Donc, on voit un peu une gamette, une série de solutions qui sont proposées. Et je crois que c'est un processus qui évolue très vite avec un apprentissage qui est réel. Et on voit aussi de plus en plus des convergences. Comme M. Dury l'a dit, on voit des banques qui commencent à entrer dans ce secteur, qui commencent à proposer des produits également, tout en considérant que le métier ce n'est pas leur corps de métier, mais qui ne veulent pas être, si vous permettez l'expression, laissés en rade dans le processus, dans l'évolution de la FinTech. Mais qui dit FinTech, quelque chose de très important, c'est cybersécurité. Et aujourd'hui, un des gros problèmes auxquels on risque de faire face, et auxquels on fait déjà face en Afrique, c'est la question de la cybersécurité. J'ai eu l'occasion quand je visitais, l'année dernière, c'était Cisco. Et ils ont donc, comme ce sont eux qui ont certainement le plus grand nombre de routeurs sur le marché, et ils nous ont fait visiter une salle de cybersécurité. Et vous serez très, très étonné de voir ce jour-là quelle était la provenance de la plupart des attaques dans le monde. Et je suis sûr que vous ne devinerez pas, M. Diallo. C'était le Zimbabwe. Non. Et c'était clair que ce n'était pas quelqu'un qui, au Zimbabwe, était en train de lancer des attaques. Il y avait un hacker quelque part qui a pris un IP de Zimbabwe et en profité pour attaquer. J'ai parlé à un ministre récemment qui m'a dit qu'ils avaient dû suspendre toutes les transactions bancaires pendant 24 heures ou 48 heures parce que le système était sous attaque. Donc, la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on doit prendre très, très, très sérieusement si on veut avancer dans le domaine des fintech. Et je dois avouer que ça bouge tellement vite. On parle aujourd'hui de l'informatique quantique. Et
la cybersécurité aujourd'hui déjà compliquée, lorsqu'on aura des ordinateurs quantiques, IBM en train d'en faire, HP en train d'en faire, que ce sera stabilisé et que ça deviendra quelque chose de beaucoup plus utilisé, on va encore faire face à d'autres problèmes en termes de cybersécurité. Donc, je voudrais vraiment insister sur ça parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, à mon avis. Deuxièmement, ce que nous faisons, c'est nous avons une autre initiative qui s'appelle ID4D. C'est qu'on constate qu'en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas accès à une carte d'identité. Donc, le nombre de gens qui n'ont pas accès à une carte d'identité est énorme. Et parce qu'ils n'ont pas accès à une carte d'identité, ils ne peuvent pas avoir accès à certains services. Et donc, une partie également de la FinTech, c'est de pouvoir donner un identifiant unique à tous les citoyens africains, où la majorité, où 90% des trucs, des citoyens africains, c'est un objectif qu'on s'est assigné, afin qu'ils puissent participer également à l'économie numérique et également accéder à un certain nombre de services. Je voulais faire ces 3 points. Le fait que le G20 considère que c'est une priorité. Il y a une initiative qui a été lancée au niveau de la Banque mondiale et de la CFI qui s'appelle Universal Financial Access. Et nous avons l'intention d'aider, de contribuer à l'accès aux services financiers pour 1 milliard de personnes dans la décennie à venir. Mais je crois que ces 2 conditions, que sont la cybersécurité, l'accès à l'identifiant unique pour un certain nombre de personnes, seront des éléments clés. Et nous devons être ouverts à ce qu'on appelle les sandbox regulations, parce que c'est comme ça que ça va évoluer. Tout à fait. C'est un vrai sujet, la question de l'identité numérique en Afrique, où il y a plus de 500 000 personnes qui n'ont pas aujourd'hui d'identité sous une forme ou d'une autre. On a d'ailleurs fait un dossier là-dessus il y a quelques jours sur ce sujet-là. Donc, si vous le permettez, M. Diop et M. Douri, donc, je vais passer une première question d'un des participants de ce forum qui nous contacte depuis l'Éthiopie, au siège de l'Union africaine, qui a une question sur l'inclusion financière. On peut passer la vidéo de l'intervenant de la Commission de l'Union africaine. For taking my question. So my question is addressed to Mr. Diop. And given the current context of the COVID-19, we've seen that digital technologies and internet connectivity have been key to keeping people connected and businesses going, whether it be through webinar platforms, mobile money, e-commerce platforms, and digital solutions. However, the pandemic has brought about a significant shock to African economies. Africa was in an upward developing trajectory with an average target of 7% GDP growth as outlined in Agenda 2063. The pandemic has greatly impacted livelihoods and businesses and critical sectors such as tourism, aviation, agriculture, manufacturing, and many others. When we speak of financial inclusion, women have been historically one of the most excluded segments of the African population. African heads of state and government made a strong call at the AU Summit of February 2020, and the African Union Commission dedicated the decade 2020-2030 as the decade for financial and economic inclusion of women. Many researchers have shown that digital savings, credit, and payments to women in low to middle income segments can provide women a link to the formal economy and thus greater economic security and empowerment. Challenges that these women face range from financial services, formal identity, lower rates of digital literacy, lack of gender-specific policies and practices for product design. A need for an all-hands approach to advancing women's financial inclusion in Africa has been proposed by the G7 France meeting in 2019.
What this translates to is to promoting coordinated efforts between African policymakers, development partners, central banks, and private sector actors from financial institutions and telecommunication operators and civil society to address key pillars needed for greater digital financial inclusion for women. This includes interoperable payment systems, digital ID, improved regulations, and digital readiness of women. So in line, my question would be, it's a two-part question. In line with the economic recovery efforts to mitigate the shocks caused by the pandemic, how can African governments and partners further develop digital financial services to serve African populations with a specific focus on women inclusion and women entrepreneurs to build more resilient economies? And my second question would be, how do you see your role as the World Bank under the key digital financial services pillar of the Digital Economy for Africa initiative in promoting interoperable digital payment systems infrastructures and capacity building targeted to women in the rural or entrepreneurs to contribute to the successful operationalization of the African Continental Free Trade Area? I thank you. Très bien. Une question de Madame Djena Bakan de la Commission de l'Union africaine qui s'adresse à Monsieur Diop, mais je pense qu'il y a une autre partie qui concerne Monsieur Douri également. Monsieur Diop, vous pouvez commencer, s'il vous plaît, pour apporter des éléments de réponse à cette question. Ah, vous êtes sur mute. Merci beaucoup, Madame Khan, pour cet exposé très, très clair et qui présente de manière très, très claire les priorités. Quand nous avons préparé cette initiative Digital Economy for Africa, notre approche a été... J'ai rencontré, je suis allé voir Dr Amani, qui est le commissaire de l'Union africaine en charge des infrastructures et du digital. Donc, nos portefeuilles sont tout à fait alignés. Et nous travaillons beaucoup avec la Commission et je travaille beaucoup avec Dr Amani, qui est une amie. Et nous avons dit, quelles sont vos priorités? Quelles sont les stratégies que les gouvernements ont mis en place? Quel est le consensus qu'il y a en Afrique en matière de priorité dans le digital? Et ils nous les ont présentés et nous avons dit que nous allons aligner le programme de la Banque mondiale en Afrique dans le digital autour des priorités qui ont été définies par l'Union africaine. Et donc, les priorités que vous avez annoncées sont tout à fait vont en droite ligne avec ce que nous faisons, parce que notre objectif, c'est de supporter les priorités qui ont été élaborées et définies par les prix, et elles sont très claires et il y a une convergence totale. De manière plus spécifique, nous avons apporté un institutionnel à la Commission de l'Union africaine. Nous avons financé un appui institutionnel pour permettre justement à l'Union africaine d'avoir plus de capacité pour développer leur politique, pour faire du monitoring, pour pouvoir justement avoir un dialogue encore plus fructueux avec les différentes parties qui collaborent avec l'Union africaine sur ces questions. Donc, tous les éléments que vous avez mentionnés sont des éléments que nous avons intégrés dans nos programmes en Afrique parce qu'ils reflètent les priorités que vous avez énoncées au niveau de l'Union africaine. Il y a des interventions très spécifiques et celles-ci sont liées à la question de la santé. Nous voulons mettre en accent tout particulier pour connecter le maximum de centres de santé en Afrique, l'éducation, voire des interventions qui permettraient, à travers le digital, d'apporter une offre de services tels que l'éducation, tels que les conditional cash transfers, je ne sais pas comment on dit, les transferts aux ménages les plus pauvres. Et ça, c'est important parce que le digital est un instrument essentiel pour cela. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre initiative ID4D, on s'assure que chaque personne a un numéro d'identification pour que lorsqu'on a des transferts à effectuer pour les ménages les plus pauvres, qu'ils n'aillent pas toujours chez l'homme qui serait la personne qui possède une carte d'identité ou qui a un téléphone mobile. Pour nous, le ciblage va également au niveau des membres du household, de la cellule familiale,
du foyer pour s'assurer que les femmes bénéficient également de ces transferts qui sont mis en place dans nos programmes. Donc, je ne pourrais que renforcer tout ce que vous avez dit et vous confirmer que nous continuerons toujours à supporter l'Union africaine dans ce qu'elle fait. Et pour nous, nous considérons que c'est la manière de travailler avec le continent. Très bien. Merci, M. Diop, pour ces éclairages. M. Dury, par rapport à l'inclusion financière des femmes et des jeunes, plus particulièrement, est-ce que… Je voudrais partager avec vous plusieurs expériences dans ce domaine. La première, c'est qu'en 2008, on a réfléchi au sujet des personnes qui sont finalement trop pauvres pour avoir accès au système financier au Maroc. C'était à l'époque pratiquement 9 millions de personnes qui, soit parce qu'elles étaient très éloignées, soit parce qu'elles étaient trop pauvres, n'avaient pas accès au système financier. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mutualiser les investissements que nous avons faits pour les clients de la banque classique et les mettre au service de ces populations. Et avant de faire ça, on a d'abord écouté les clients cibles. On a fait des focus group. Et dans les focus group, on a été assez surpris parce que les personnes qui demandaient le plus ce service, c'était des femmes. Et c'était des femmes qui avaient besoin d'avoir leur propre épargne pour la sécurité de leur famille, pour l'éducation des enfants, pour la santé. Elles cherchaient aussi à le cacher au mari parce qu'elles avaient peur que le mari aille le consommer. Et elles voulaient aussi le cacher des voisins parce que quelqu'un qui a de l'argent, eh ben, on vient lui emprunter de l'argent. Donc, on a conçu notre produit autour des femmes et autour de ce besoin-là. Et donc, c'est un compte qui s'appelle Hisab Bikhair. J'ai fait, à l'occasion de cette intervention, une vérification. Nous avons une majorité de femmes, mais pas écrasante. Nous avons 52% des clients de Hisab Bikhair qui sont aujourd'hui des femmes au Maroc. Nous avons 1,7 million de clients qui sont donc en majorité des femmes. Deuxième exemple ou illustration de l'impact de cette inclusion financière des femmes. Cette fois-ci, je change de casquette. Je suis aussi président de CARE au Maroc, l'association, l'ONG internationale. Et donc, CARE a conçu un programme qui a très, très bien marché et qui a commencé au Niger. Je vous conseille d'ailleurs de chercher sur Google Femmes Lumière, c'est un reportage de TV5 et vous verrez le programme. C'est un programme qui consiste à entrer dans un village et transformer les femmes du village en banquières et assureuses. Donc, on leur donne des règles du jeu, on les forme aux règles du jeu, mais elles décident des paramètres de fonctionnement de deux caisses, l'une qui va servir de banque et l'autre qui va servir d'assurance. Mais je peux vous dire que c'est exceptionnel l'impact, c'est-à-dire que des femmes qui étaient cantonnées à la maison deviennent, et qui étaient à la merci finalement du mari, parce qu'elles allaient travailler dans les champs à son service, eh bien, elles deviennent les vrais chefs du village. Elles vont organiser des services communs, elles vont constituer des stocks minimum de survie, elles vont constituer parfois des coopératives, produire et donc vendre à l'extérieur. On a même des coopératives qu'on a créées grâce à ce programme qui aujourd'hui exportent et exportent sur le web. Donc, c'est spectaculaire quand on fait ça. Et je me félicite de voir qu'il y a des programmes à l'échelle de la Banque mondiale, mais il faut ensuite que ce soit décliné dans chacun des pays en fonction des réglementations et surtout en fonction des besoins. Donc, je crois beaucoup dans aussi les approches locales avec ce type de partenariat plutôt ONG, parce que c'est très, très difficile de faire un service for profit autour de ça, sauf si on est capable de mutualiser les infrastructures comme on a réussi un peu à le faire pour Hisab Bikhair. Bien sûr. Merci beaucoup. Et pour aller plus loin dans cela, donc je vous propose de partager un sondage avec vous que nous allons partager avec nos participants. Je ne sais pas si vous voyez mon écran que je partage avec vous. Avez-vous constaté une augmentation significative des transactions en ligne pendant la pandémie Covid-19? De façon significative, première réponse. De façon sensible ou pas du tout? Et le deuxième sondage que vous pouvez répondre, je ne sais pas si vous voyez mon écran,
En matière d'inclusion financière, qui de ces acteurs seront à même de faire progresser significativement le secteur? Donc, il y a les banques, les telcos, les GAFA ou encore les fintechs. Donc là, je vais demander l'avis du public sur ces questions-là. Ils peuvent voter. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je vous laisse encore une minute pour pouvoir répondre au sondage. Alors, donc pour la première question, donc avez-vous constaté une augmentation significative des transactions pendant la période Covid? Il y a une réponse, la deuxième réponse, donc il semble l'emporter sensiblement, donc plutôt la première, de façon significative, effectivement, ce qu'on a tous constaté. Alors, en matière d'inclusion financière, qui de ces acteurs sont à même de faire progresser significativement le secteur? Donc, les gens font confiance aux banques à 28%, à 32% maintenant. Au telco à 29% à égalité. Donc là, je vois que ça se joue entre telco et banque. Il y avait une troisième question qui n'apparaît pas, mais que je vais vous proposer tout à l'heure. Quels sont les freins majeurs à l'inclusion financière? La connectivité arrive en tête avec 45%. La question des coûts qui arrive à 28%. Le manque de simplicité, donc la complexité, comme on l'évoquait tout à l'heure, et le risque de perte de données à seulement 4%. Donc, je vois que les questions liées à la cybersécurité ne sont pas tenues en compte par nos utilisateurs ici présents. Voilà. Donc là, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Je pense que vous voyez le résultat. Avant de passer à une autre question du public, nous avons deux questions que vous adressent nos amis de Polytechnique qui ont bien voulu préparer quelques questions sur l'empreinte écologique sur la transformation numérique en Afrique qui n'est pas souvent tenue en compte. Donc, nos amis de Polytechnique ont quelques questions sur ce sujet-là pour M. Mokhtar Diop et M. Doueri. Alors, donc je mets fin au sondage pour permettre de passer donc, la deuxième vidéo de nos amis de Polytechnique. Juste 2 secondes pour partager les résultats. Alors, la première question, c'est de façon significative qui l'emporte. Voilà. En matière d'inclusion financière, les acteurs qui l'emportent, ce sont nettement les banques, bon, à presque égalité avec les telcos. Et puis, pour la troisième question, en matière d'inclusion financière, qui des acteurs, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre les banques, ça se joue entre les banques et les telcos. Et par rapport aux freins, donc on l'a vu. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Tobias, si vous pouvez passer la question sur l'empreinte carbone, donc une série de questions posées par nos amis de Polytechnique. Bonjour, Moez Ajmi, secrétaire général d'X-Afrique, l'association des polytechniciens passionnés par l'Afrique et qui regroupe l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et les diasporas africaines. Alors, au nom d'X-Afrique, je vous remercie pour ce débat et je souhaiterais connaître votre point de vue sur la transition énergétique, numérique et sociale de l'Afrique. Ici Alain Ducasse. Obtenir un monde plus résilient nécessite de limiter, de travailler sur le changement climatique conformément aux accords de Paris et aux accords ultérieurs. Pourtant, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué. Et d'autre part, la part du numérique dans les gaz à effet de serre atteint déjà 10% des émissions. Et elle continue à augmenter. Comment envisagez-vous une économie numérique décarbonée? Bonjour à tous, je suis Anthony Commanda, responsable de développement commercial à X-Afrique. La France, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont rejoint la Carbon Pricing Leadership Coalition pour que la taxe carbone couvre 25% des émissions en 2020 et 50% en 2030, alors qu'elle ne couvre que 12% des émissions actuellement. Quelles mesures préconisez-vous pour favoriser la transition écologique de l'Afrique? Quotas d'émissions, obligation de recyclage des produits électroniques, promotion de la sobriété numérique, actions de compensation comme le fait l'aviation. Bonjour, Moez Ajmi, secrétaire général. Donc, je pense que on revient sur
la vidéo. Donc, Monsieur Diop, par rapport à la transition énergétique telle que proposée par nos amis de Polytechnique, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ou des éléments de réponse par rapport à la question posée? Oui, j'ai un commentaire parce que je suis responsable également du secteur énergie à la Banque mondiale. Donc, je voudrais, avant de faire ma transition sur la transition énergétique, je voudrais dire rapidement 2 mots sur ce que nous avons fait pour répondre à la demande accrue de services de téléphonie data durant le COVID-19. On pousse les pays à utiliser la dark fiber, je ne sais pas comment on dit, la fibre inutilisée, parce que beaucoup de pays en Afrique ont de la fibre optique qui est propriété de l'État et qui n'est pas utilisée de manière optimale. Donc, on pousse à ça et on a plus de flexibilité pour l'allocation du spectre. Donc, ce sont 2 choses. Et nous avons développé un plan d'action entre l'OEF, le GSMA et la Banque mondiale pour pousser à une accélération de la mise en place de ces mesures pour faire face justement à la demande accrue des services durant la période du COVID-19. Notre transition énergétique, c'est au centre de ce que nous faisons. La Banque mondiale est un des principaux pays qui aide au financement de l'énergie en Afrique. Et l'essentiel, je crois que plus de 80% de ce que nous avons financé en termes de nouveaux investissements de production énergétique, c'est l'énergie renouvelable. Nous avons lancé cette initiative qui s'appelle Scaling Up Solar, qui vise justement à faciliter l'accès, les PPP entre les sociétés de distribution et le secteur privé. Et je voudrais vous donner quelques chiffres. Lorsque quand je suis venu à la tête de la région Afrique en 2012, on avait à peu près le coût du solaire en Afrique autour de 22 cents, 20 cents. Aujourd'hui, on arrive, la dernière estimation que nous avons eue, nous avons fait une enchère, nous avons pu obtenir des 3,6 au Sénégal. Donc, les coûts du solaire ont baissé de manière extraordinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire de plus en plus de solaire. Nous avons également encouragé les pays à faire plus d'hydro. Nous soutenons le projet de Kandaji au Niger, qui est un projet qui permettra de créer plus d'électricité venant du barrage de Kandaji. Nous travaillons avec les Guinéens qui ont également un potentiel hydro important. Et au Cameroun, nous avons également aidé le Cameroun à investir dans le secteur de l'hydroélectricité. Donc, nous avons de plus en plus des sources d'électricité qui sont propres. Je sais qu'il y a toute une discussion sur l'hydro, mais je préfère qu'on ne l'entame pas dans ce débat, dans cette discussion de ce panel, parce que ça prendrait trop de temps. Et ce que nous faisons, nous allons également intégrer plus les marchés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que les marchés n'étant pas intégrés, il était difficile pour un pays d'importer facilement l'excédent de production et d'énergie propre qu'il y avait dans un autre pays. Donc, nous allons présenter dans les semaines à venir, je crois dans 2 semaines dans notre conseil d'administration, un projet qui permettra justement de créer un marché d'échange d'électricité qui serait supporté par un fonds de garantie. Ce qui ferait que si un pays importe de l'électricité, il y a dans le contrat une obligation et une manière de créer des incitations pour que le pays justement livre cette électricité. Et quand le pays a importé l'électricité, à exporter l'électricité, s'assurer qu'il y a un mécanisme pour que les factures soient payées. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'en dépit de l'existence de ces infrastructures, les pays n'étaient pas tout à fait à l'aise à échanger autant d'électricité parce que les paiements ne se faisaient pas de manière régulière, la disponibilité d'électricité n'était pas possible. Donc, nous faisons beaucoup dans ce domaine et l'accès à l'électricité en Afrique, notamment la création de data centers pourra s'appuyer de plus en plus sur une énergie qui elle-même est propre. Et l'Afrique génère de l'électricité propre, non pas nucléaire, il faut bien le préciser, parce que d'autres pays parlent d'énergie propre, mais en grande partie, c'est du nucléaire. L'Afrique est le continent qui est en train de produire de plus en plus d'énergie propre qui ne soit pas
du nucléaire. Et donc, nous contribuons de manière très forte à la transition énergétique sur le continent, et nous pensons que c'est important. J'ai participé personnellement à la COP21 qui s'était passée à Paris. J'étais à l'époque responsable pour l'Afrique. Et une des grandes questions dans cette discussion, c'était de ne pas oublier l'Afrique, parce que la discussion semblait être… Et nous avons beaucoup contribué à aider le secrétariat en Afrique qui menait les négociations sur la COP21 à avoir toutes les ressources et les moyens pour articuler une position africaine sur la question de la transition énergétique. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où il y a une position qui est cohérente. Nous pouvons développer, nous développons de l'énergie propre de plus en plus en Afrique. Les marchés sont de plus en plus intégrés. Une des étapes à venir, c'est d'augmenter l'utilisation des batteries. Parce que, comme vous le savez, l'énergie variable et renouvelable, justement, n'est accessible que lorsqu'il y a du vent ou il y a du soleil. Donc, pour pouvoir augmenter encore l'utilisation de ce renouvelable, nous avons un gros programme de battery storage, de batteries qui permettrait justement de mettre beaucoup plus d'électricité propre sur le réseau. Donc, nous avons tout un programme, et ceci est au centre de nos… Je n'ai pas très bien compris la dernière question pour les questions de son sur la taxe carbone. Donc, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas très bien compris ce qui était… si vous le permettez, on le repassera après. Donc, juste pour donner la parole à M. Douri pour apporter des éléments de réponse si au niveau chez Attijari Wafabank, il y a des programmes qui sont prévus justement dans cette transition énergétique qui est très importante. Oui, je pense que le sujet de la direction, il fait partie des stratégies mondiales. Donc, tous les grands forums ont fixé un certain nombre d'ambitions et il faut espérer que le monde entier est vraiment conscient de l'enjeu, et l'enjeu est réellement planétaire parce que le réchauffement climatique, on commence malheureusement à en voir déjà des manifestations, mais c'est probablement un des enjeux les plus compliqués à expliquer au grand public, et c'est certainement le plus grand danger qui nous menace dans les 20 prochaines années, parce qu'on a vu ce qu'un petit virus peut faire aux économies, et je pense que des catastrophes naturelles à répétition vont causer beaucoup plus de dégâts encore que ce qu'on vient de voir. Donc, si vous voulez, c'est important que cette prise de conscience se traduise par des ambitions chiffrées au niveau des pays, parce que c'est ça qui permet à une institution financière de bien planifier ses interventions, de bien comprendre où vont s'orienter les investissements et de faire en sorte de faciliter l'accès au financement, parce que c'est des montants importants et le financement entre en jeu de manière relativement importante dans le coût final, c'est-à-dire que la technologie permet de baisser le coût de production, mais aussi le coût de financement, parce que ce sont des financements longs et il faut être sûr que les systèmes financiers sont capables de réunir de l'épargne à long terme dans les pays ou dans la monnaie dans laquelle cette électricité sera facturée. Donc, c'est un véritable enjeu de long terme aussi pour les systèmes financiers qui doivent s'adapter. Là encore, je vais reparler de régulation. Lorsqu'on n'autorise pas les banques à faire un peu de transformation de maturité, donc à collecter des dépôts qui individuellement sont à très court terme. Lorsque j'ai mon dépôt bancaire, je peux le retirer demain, mais collectivement sont des dépôts à très très long terme s'il y a confiance dans le système financier. Si on n'autorise pas ces banques-là à convertir les maturités courtes au passif en maturité longue à l'actif, donc à prêter à très long terme, si on ne facilite pas l'accès fluide des gouvernements au marché financier pour fixer le coût de l'argent à long terme, donc avoir des marchés obligataires efficients, transparents, et comme ça on sait quel est le coût de l'argent dans la devise en question sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, ben, on n'a pas fini de résoudre l'équation. Donc c'est extrêmement important pour moi qu'il y ait à la fois une vision chiffrée et de l'infrastructure et de la réglementation qui permettent
la collecte de l'épargne à long terme. C'est aussi très, très important qu'il y ait la bonne réglementation dans la production d'électricité. Donc, ouvrir la production d'électricité au privé de manière transparente, de manière claire sur le plan des cash flows. Donc, qui va acheter l'électricité produite, selon quelles règles et selon quelle quantité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les contrats d'off-take. C'est très important qu'on puisse backer ou appuyer les financements sur ces contrats. Là où ça a existé, nous avons été vraiment au premier rang dans le financement de ces infrastructures, et notamment au Maroc. Donc le Maroc, comme vous le savez, a été extrêmement ambitieux dans sa politique énergétique, avec une vision dès 2009 d'avoir un mix énergétique à 42% composé d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Cet objectif ayant été atteint, l'objectif maintenant c'est 52% à l'horizon 2030, avec un engagement dans le cadre de l'accord de Paris de réduire de 17% sa consommation à l'horizon 2030. Et donc, je crois que nous faisons encore partie des pays qui sont sur la trajectoire de l'accord. Et donc, tout cela, c'est un tout, c'est un ensemble. Je voudrais quand même parler d'autres sujets qui sont aussi des sujets liés à la consommation. C'est-à-dire que la rationalisation de la consommation est essentielle. Et là aussi, les réglementations sont importantes, notamment dans le domaine de l'habitat. Donc, prenons par exemple la réglementation tunisienne qui a imposé de remplacer les chauffe-eau à gaz par des chauffe-eau électriques. Là aussi, notre réaction a été immédiate. On a bien packagé le produit avec les vendeurs de chauffe-eau électriques pour donner un moyen au foyer de surmonter un peu ce surcoût temporaire de l'électricité et financer sur une très longue durée cet investissement qui est devenu obligatoire. Mais qui dit réglementation contraignante dit aussi application des lois. Donc, force de la loi, fonctionnement rapide de la justice pour justement que les règles du jeu soient extrêmement importantes pour que cette atténuation de la consommation ait vraiment lieu. Et enfin, le sujet de l'adaptation. Parce que malgré tous les efforts que tout le monde fait, on va malheureusement avoir des conséquences et je pense malheureusement que le continent africain va en avoir peut-être plus que d'autres continents. Donc, c'est extrêmement important là aussi de se préparer à ça. Là où nous voyons des mesures ou des initiatives, soit privées, soit gouvernementales, nous sommes les premiers à nous impliquer là-dedans, notamment le réaménagement, par exemple, de la baie de Cocody à Abidjan. Donc, un certain nombre de sujets qui préparent finalement les infrastructures, et notamment dans les villes côtières, mais aussi dans des zones qui sont arides, qui peuvent souffrir de changements de pluviométrie, etc. Préparer ces changements-là en les finançant. Le mot-clé pour une banque, c'est la visibilité. S'il y a une visibilité à long terme et une transparence dans les flux financiers associés, les banques ne demandent que ça. Très bien. Vous l'avez bien souligné, la nécessité de s'adapter à la nouvelle donne et d'anticiper cette transition énergétique qui va arriver, que l'Afrique devrait préparer pour ne pas la subir. Donc, je pense que c'est une question très importante que vous avez suffisamment abordée. Donc, là, il ne nous reste plus que 5 minutes par rapport au temps qui nous était imparti. Donc, je suis un peu désolé, ça a un tout petit peu débordé. Je vais prendre peut-être une ou deux questions du public avant de passer à la dernière question sur les leçons à tirer de cette pandémie Covid-19 et comment aborder la relance. Je voudrais dire un mot sur la question du changement climatique parce que je sais que c'est une question très, très importante. C'est central, tout à fait. Et de plus en plus, les opinions publiques dans tous les pays, les élections en France le montrent. Tout le monde vraiment considère que… je voulais dire que le Maroc a été un des pays qui a beaucoup innové. Même du point de vue de la technologie, ils ont été l'un des pays qui a développé ce qu'on appelle le Concentrated Solar Power, qui permet justement de garder l'énergie solaire et la redistribuer de manière assez effective. Donc, du point de vue de la technologie, le Maroc a été un des pays qui a fait un travail que nous citons souvent comme un exemple. La deuxième chose, c'est que je suis tout à fait d'accord sur la question de la demande.
on ne peut pas simplement parler de l'offre d'électricité sans parler de la demande. Il y a les normes d'habitat, mais il y a toute la question en Afrique du refroidissement, du cooling, la chaîne de froid, les standards dans les bâtiments pour le refroidissement. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre très, très au sérieux, sinon on ne risque pas d'optimiser l'utilisation de l'électricité dans le continent. Le dernier point, c'est particulièrement au niveau de la protection côtière. À la COP21, au niveau de l'adaptation, la banque avait mis en place ce qu'on appelle un business plan for climate change adaptation. Et l'idée, c'était de se focaliser sur l'utilisation du digital pour l'agriculture, donc smart agriculture. Deuxièmement, c'était de la protection côtière. Et troisièmement, de s'assurer qu'au niveau des effets sur les infrastructures, qu'on puisse justement prendre des mesures pour construire des infrastructures qui soient résilientes. Vous serez étonné de voir dans un pays comme le Togo et le Bénin que des routes qui ont été construites en bord de mer ont été totalement détruites à cause de l'érosion côtière et le coût économique est énorme. Donc, toutes ces questions, maintenant, on veut les intégrer de plus en plus dans les décisions d'investissement en infrastructure que nous allons faire avec les pays. Très bien. Très bien. Juste, si vous le permettez, je vais prendre deux questions du public. Une première de M. Farid Tounsi, qui a levé la main depuis tout à l'heure. M. Farid Tounsi, qui est basé en Tunisie, qui est parmi nous, qui a une question à poser. M. Tounsi, si vous avez activé votre micro. Merci. Vraiment, je vous félicite pour cet excellent webinaire. Donc, Farid Tounsi, je suis PDG Tunisie Afrique Export et organisateur du Salon international du numérique dédié à l'Afrique, CITIC Africa. Moi, je voudrais revenir au FinTech. Au-delà de l'inclusion financière, il y a une question stratégique importante qu'il faut se poser. À mon avis, elle pourrait peut-être faire gagner à l'Afrique un peu de temps. Aujourd'hui, au niveau des FinTech, il y a l'approche classique, c'est-à-dire aller d'en bas vers le haut, c'est-à-dire aller vers les mobile payments, etc. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de banque 4.0, c'est-à-dire reprendre un peu les services de la banque, même pour le petit agriculteur un peu éloigné, même pour le petit artisan. Et là, vraiment, je voudrais poser cette question et voir dans quelle mesure cette approche stratégique est prise en compte. Voilà, merci. Monsieur Tounsi, merci. Je pense que la question que vous posez n'est pas très loin de celle d'Antoine Gomme, qui nous appelle du Sénégal. Monsieur Antoine Gomme, qui est le patron donc, du secteur des opérateurs du privé dans le numérique. Monsieur Antoine Gomme, tu peux activer ton micro? Oui, merci. Merci Mohamedou. En tout cas, félicitations. Hein, vraiment un webinaire de très, très haut niveau et je salue Mokhtar Diop et Ismaël Dury qui font de très, très bonnes interventions. Alors, moi, je vais parler d'inclusion financière hein, parce que c'est le sujet et je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui que la clé de l'inclusion financière, ce sont les services financiers numériques. Donc, il s'agit de voir comment avoir une offre de services financiers numériques diversifiés et accessibles. Quand je dis diversifié, ce n'est pas seulement de faire du paiement comme on a l'habitude de le voir. Donc, pour moi, c'est ça la clé. Et pour cela, pour développer cette offre accessible de services financiers numériques, il faut effectivement d'abord avoir l'accès, permettre d'avoir un accès aux populations. Cet accès-là, c'est à la fois la connectivité, mais c'est également le coût d'accès. Et puis, l'autre point, c'est le développement donc, de services financiers numériques diversifiés. Moi, je crois que pour y arriver, il faut absolument qu'en matière de régulation, on pousse l'open banking. Il faut qu'on pousse l'open banking pour qu'une fintech qui veut développer une solution puisse avoir accès aux API des banques sans aller faire une démarche une à une auprès des banques. Il faut couper le cordon entre les fintechs qui dépendraient des banques pour développer et exploiter leurs services. L'open banking, c'est fondamental. Il faut couper aussi le cordon avec les opérateurs de télécommunications parce qu'il faudrait pouvoir utiliser l'USSD, le SMS
et autres accès pour pouvoir fournir ces services financiers numériques sans, je veux dire, avoir les contraintes fortes qu'on a aujourd'hui avec les telcos. Et il faut être en mesure, et il faut que les régulateurs soient en mesure, je veux dire, de disposer de systèmes de monitoring et de supervision pour faire tout ce qui est contrôle et sécurité pour assurer la confiance auprès des acteurs qui vont utiliser ces services financiers numériques. Donc, coupons le cordon avec les banques, avec l'open banking, coupons le cordon avec les telcos pour avoir l'accès et mettons des systèmes financiers numériques qui sont contrôlés et auxquels on accède avec sécurité pour établir la confiance. Voilà, Mohamedou, ce que je voulais dire un peu concernant ces services. Ça pose la question de la convergence entre telco et banque aujourd'hui et fintech. Merci Antoine Gomme. Une dernière question de Madame Benissi qui lève la main également depuis tout à l'heure. Monsieur ou Madame Benissi. Elle ne réagit pas, donc je vous redonne la parole pour répondre à ces deux questions. Monsieur Douri, si vous voulez commencer, ou Monsieur Diop. Alors, oui, je peux commencer. Donc, sur le sujet transformation digitale des banques, oui, tout à fait d'accord. Le point de dire je peux attaquer le marché par le haut et aller encore plus vite, oui. Maintenant, il faut comprendre cette trajectoire. Elle se passe quand même au rythme de l'évolution des systèmes d'information des banques. Et donc, celui-là, il est très souvent, en termes de back-end, relativement rigide. Et une transformation digitale, disons, réussie, avec une architecture ouverte et sans surinvestissement, sans risque qui soit indûment pris, c'est une quinzaine d'années. Et donc, pendant ces 10 à 15 ans, on continue progressivement à attaquer le marché de haut en bas et on n'arrive pas quand même à servir du jour au lendemain le fermier non bancarisé avec des services bancaires parce que il faut travailler aussi sur l'interface disons directe avec le client ciblé, donc qui peut être illettré, qui peut ne pas avoir un smartphone, etc. Donc, on ne peut pas attaquer tous les problèmes en même temps. Il faut d'abord servir et combler les clients existants et petit à petit élargir la cible. Donc, par exemple, un des sujets que nous avons exploité, c'est une fois qu'on a fait la transformation digitale de la banque au Maroc, on a lancé des nouvelles marques qui sont beaucoup plus ciblées. Donc, par exemple, une marque pour les jeunes en disant je voudrais avoir une part de marché beaucoup plus importante que ma part de marché normale auprès des jeunes. Là, ça devient facile parce qu'on a tous les outils, on a toutes les briques pour aller tailler le bon produit pour le bon client. Mais on n'est pas allé à la partie la plus difficile qui est la personne illettrée qui habite au sommet de la montagne parce que on n'est pas sûr qu'il a la 4G, on n'est pas sûr qu'il a un smartphone, on n'est pas sûr qu'il est lettré, etc. Donc, bon, on essaye de faire au plus vite, mais ça prend le temps que ça prend. Ensuite, sur les idées qui ont été proposées au sujet de l'accélération de la bancarisation financière, là aussi, c'est un peu l'idéal. Avoir open banking, avoir des télécommunications totalement déréglementées avec des tarifs publics pour l'utilisation de l'USSD, etc., c'est l'idéal. Mais quand on voit même dans des marchés développés le temps que ça prend et la complexité induite, je pense qu'on va sauter des étapes. Par exemple, l'USSD et le SMS, à mon avis, c'est déjà des batailles du passé parce que justement, les smartphones aujourd'hui ne valent plus rien. Et donc, l'idée, c'est beaucoup plus de dire essayons de prendre l'existant et de l'améliorer plutôt que de créer des ruptures auxquelles on n'est pas prêt. C'est-à-dire quand on connaît l'état actuel des systèmes d'information des banques en Afrique, si on leur impose open banking, il faut qu'elles arrêtent tout le reste pour qu'elles travaillent que sur une transformation digitale accélérée de leur système d'information afin de pouvoir offrir tous ces API à toutes ces fintechs. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Pour moi, ce qui est réaliste comme chemin,
c'est de dire d'abord, j'ai un certain nombre d'opérateurs de monnaie mobile. C'est ceux-là qui sont en train de faire le début de l'inclusion financière. Faisons en sorte qu'il y ait interopérabilité généralisée des paiements. Aujourd'hui, ça ne communique pas partout de la même manière. Donc, si j'ai tel opérateur mobile, ben, je peux payer qu'à tel point, etc. Donc, interopérabilité générale des paiements. Ensuite, instantanéité de tous les types de paiements. Je ne peux pas créer un avantage à la monnaie mobile par rapport aux virements bancaires, par rapport aux chèques, par rapport aux effets, etc. Ensuite, j'ai remplacement progressif, mais quand même volontariste du cash. La monnaie fiduciaire doit baisser en termes de masse. Quand on regarde des moyennes mondiales, elles sont autour de 10% du PIB. Un pays comme le Maroc, c'est 20% du PIB. Même actuellement, après la crise, comme on a déboursé de l'argent en espèces pour aider les personnes qui sont dans le secteur informel, on a atteint 25% du PIB. La Suède, c'est 0% du PIB. Donc, évidemment, il faut lutter contre le cash. Pourquoi? D'abord, c'est des coûts pour l'économie, c'est des risques de réputation pour l'Afrique, mais c'est aussi et surtout un manque de données. Tout à l'heure, M. Diop en a parlé. L'avenir demain, la prochaine étape demain dans l'inclusion financière, c'est offrir l'accès au crédit à travers l'historique des paiements, à travers les comportements des gens dans leurs paiements. Si ces gens-là ne payent qu'avec des espèces, je perds la trace, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas si ces personnes sont suffisamment solvables pour que je leur prête de l'argent. Je vous donne encore une fois un exemple. Au Maroc, on a développé un produit sur la base des paiements des très petites entreprises bancarisées, parce qu'on les a. On avait 750 000 très petites entreprises qui faisaient tous les jours des paiements chez nous. Autour de ça, on a monté un score et on leur donne accès au crédit sans garantie. Donc, c'est des crédits qui sont très, très répartis et qui, en moyenne, à cause de la loi des grands nombres, a une potentialité ou un taux de potentialité qui est prévisible. Donc, l'avenir de l'inclusion financière, à mon avis, c'est la monnaie mobile interopérable, généralisée, avec accès à la donnée par des tiers. C'est là le open banking, à mon avis, africain de demain. Merci beaucoup, M. Douri. Donc, je pense que vous avez suffisamment répondu à ces 2 ou 3 questions qui ont été posées par le public. Je vois que M. Diop s'impatiente parce que je pense qu'on a déjà débordé sur le temps qui nous était imparti. Juste un mot de conclusion que je vous laisserai tous les deux. D'abord, M. Diop, sur les leçons qu'on tire de cette pandémie par rapport à la connectivité, par rapport à la finance digitale. Pour conclure, et puis je passe la parole à M. Douri pour conclure et vous remercier tous les deux d'avoir pris part à ce débat très riche. Et on a vu la qualité des échanges et on tenait absolument à vous remercier sur les éclairages que vous nous avez apportés. Donc, un mot de conclusion sur les leçons à tirer de cette pandémie, M. Diop. 3 choses. D'abord, vous remercier. C'était vraiment, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre, ces discussions, faire connaissance avec M. Douri, avoir tous ces commentaires extrêmement riches. Antoine, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Ça me donne l'occasion de voir un certain nombre de personnes. Mais je pense qu'une des choses qu'on peut tirer de cette discussion d'abord, avant d'arriver au COVID-19, c'est la complexité de mettre en œuvre les politiques publiques. Vous avez entendu aujourd'hui M. Douri, M. Ngom parler de 2 questions et chacun avec une parcelle de vérité parce que chacun maîtrise les contraintes auxquelles ils font face pour arriver à une solution commune. Très souvent, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, ce n'est pas l'objectif il n'y a pas de grande divergence sur les objectifs. La grande complexité, c'est le rythme auquel on doit arriver à cela et le caractère de déstabilisation. Hein? Ça passe en français également. Disruption, ça passe. Disruption qu'on a dans la mise en œuvre. M. Douri est très préoccupé par son backend et son système informatique. M. Ngom nous dit, écoutez, il y a des pays qui font du sandbox, qui ont des régulations et des règlements adaptés. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'engouffrer plus rapidement dans ces nouvelles réglementations? Tous les deux ont raison. Et je pense que ça montre un peu l'importance d'avoir des régulateurs forts, indépendants. Pas forts parce qu'ils sont omnipotents et décident tout, mais intellectuellement, techniquement très forts pour comprendre toutes les nuances des politiques qui sont mises en œuvre.
Et ça, je n'arrêterai pas d'insister sur cela. Il faut avoir des régulateurs très bien formés qui soient en train de suivre l'évolution du marché de manière très, très fine, parce que cette question, c'est un débat qui a lieu également en France. On a le même débat en France. Le mobile banking en France n'est pas au même niveau que le les fintech en France et l'utilisation des mobile services. Ce n'est pas comme un certain nombre de pays en développement. Ce n'est pas comme la Suède. Pourquoi la Banque de France a une certaine approche? Donc, ce sont des débats un peu universels et c'est ça que je pense peut-être pour les auditeurs, une des leçons. C'est que ce n'est pas simple. Quand vous voyez les choses évoluer d'une certaine manière et que vous êtes impatient, et que ce n'est pas parce que nécessairement les pouvoirs publics sont incompétents ou bien que quelqu'un d'autre ne peut pas faire son travail, c'est que les questions sont complexes et il faut pouvoir amener ensemble des points de vue qui ont des contraintes différentes. Pour le COVID-19, la grande conclusion, c'est que tout le monde maintenant est convaincu que le virtuel n'est pas un luxe. Il y a 2-3 ans, on disait « Oh, mais si vous savez, l'accès universel de broadband, c'est pour les pays riches. » Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Sans ça, les économies ne fonctionnent pas. Deuxièmement, ça peut permettre d'accélérer la réduction des inégalités dans nos pays. Parce que le fermier et le paysan qui, au fond du Sahel, a accès au prix du coton, peut pouvoir vendre son coton au prix du marché, peut faire un certain nombre de transactions à partir de son cellulaire. Aujourd'hui, ça change sa vie. Le paysan qui peut recevoir des services de vulgarisation, des techniques de vulgarisation, l'engrais qu'il peut utiliser sur son champ, ça c'est important. Le fait que Mustapha Terab, qui produit de l'engrais au Maroc pour communiquer avec le paysan qui est au milieu du Sahel, ça c'est important. Et je crois qu'il faut qu'on continue à insister sur cela. Troisièmement, le génie créateur de la jeunesse africaine. On a des jeunes extrêmement talentueux qui ont des solutions, qui sont créés des applications. Et un grand défi pour moi, c'est de rendre conscient des pouvoirs publics de la richesse de ce secteur en Afrique. Troisièmement, amener le secteur privé africain riche à investir dans ce secteur. Il y a encore une tendance à investir dans les secteurs traditionnels que sont les raffineries, le tourisme, l'immobilier, etc. Et pas assez de nos investisseurs africains investissent dans ce secteur qui est le secteur d'aujourd'hui et de demain. Donc, le COVID-19 met tout ça sur la table et nous impose d'accélérer les processus que nous avons entamés et de travailler tous ensemble parce que nous n'avons pas le choix. Merci. Très bien. Très bien. Je voulais partager juste avec vous, parce que j'ai partagé l'écran tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on est en train de faire à CIO Mag, donc un peu de publicité. Le prochain numéro de CIO Mag va porter sur les 50 innovations majeures qui vont transformer le continent africain. Donc, dans 15 jours, vous l'aurez en kiosque et donc on est en train de le boucler avec vraiment 50 belles initiatives de jeunes, de moins jeunes africains qui ont fait des choses merveilleuses dans ce domaine-là. Monsieur Dury, peut-être un mot de conclusion avant de clore ce débat. Merci beaucoup. Moi, je n'ai rien de plus à dire que la conclusion très, très profonde qui a été dite par Monsieur Diop. C'était un véritable honneur pour moi de participer à cette discussion. À ses côtés, je voudrais remercier CIO Mag et le groupe X Afrique et sincèrement peut-être conclure sur une note d'optimisme parce que quand on voit des institutions multilatérales dirigées par des personnes comme M. Diop, on comprend l'importance du multilatéralisme pour essayer de résoudre des problèmes très, très importants pour l'humanité. Et donc, on a des grands challenges, mais on a aussi des grands hommes qui sont en train de nous aider à les résoudre. Très bien. Des grands hommes également comme M. Dury, qui représente de bonnes choses également au niveau du Maroc et au niveau du continent. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et remercier surtout les participants à ce panel. Je vois qu'il y a des personnalités de très grande fracture comme
notre ami Lassina Kone qui est connecté, qui n'a pas voulu poser de questions, qui aura des questions à vous poser en privé. Madame Naïb Bachili, qui est également de la Banque mondiale, qui s'occupe des institutions, qui est parmi nous. Et puis, on est suivi un peu partout en Afrique et vraiment, c'est une fierté pour nous de pouvoir organiser ce débat de très haut niveau avec beaucoup de vos anciens collègues, M. Douri de X-Afrique, qui sont présents également. Et nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres débats aussi riches que celui-là, avec donc des participants de haut niveau pour apporter des réponses sur la pandémie, sur la dette et sur le nouveau positionnement de l'Afrique. Merci à toutes, merci à tous d'avoir participé à ce débat. À très bientôt. Merci.